Euh, Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce premier webinaire de l'année 2023, organisé par Universcience Partenaires. Et ce matin, on a le plaisir d'accueillir nos amis de Michelin qui vont nous présenter Moving On. Je laisserai Ulrike décrire un peu ce qu'on va entendre ce matin. Je vous rappelle, pour ceux qui nous connaissent moins, merci à ceux qui nous sont fidèles, mais pour ceux qui nous connaissent moins, Universcience Partenaires, c'est une structure adossée à la Cité des Sciences et de l'Industrie et au Palais de la Découverte, dont la mission est de promouvoir et d'encourager la diffusion de la culture scientifique, technique, industrielle et environnementale auprès du grand public et en particulier auprès des jeunes. Voilà, on se réjouit aussi que la Cité des Sciences revient avec une fréquentation tout à fait spectaculaire. Hein. Je crois que l'année dernière, il y a eu 2 millions de visiteurs en 2022, ce qui revient à des niveaux pré-Covid, et on s'en réjouit toutes et tous. Je laisse Ulrike introduire nos intervenants aujourd'hui. Merci à eux. Et on va écouter ça avec grand intérêt parce que c'est évidemment un sujet qui nous passionne tous. Oui. À toi, Ulrike. Bonjour tout le monde. J'ai rejoint Universcience en janvier, donc c'est ma première apparition dans un webinaire. Et c'est le premier de cette année, hein, dans le cadre de nos groupes de réflexion entre partenaires et avec Universcience et de partage d'expériences. Nous avons poursuivi des webinaires en 2022 sur des thèmes, par exemple, de l'hydrogène, par exemple, partenariat avec Genvia, avec le CEA et Schlumberger, mais aussi sur le choc inflation avec la Banque de France. Donc, nous avons des thèmes assez divers qui touchent, je pense, des sujets qui intéressent l'ensemble des partenaires, peu importe le secteur d'où ils viennent. Je souhaiterais dire 2 petits mots sur la mobilité durable, parce que je suis une ancienne d'Airbus et je suis membre du conseil d'administration de Valeo, un équipementier automobile qui réfléchit beaucoup à ces sujets, et je me permets de dire 2 mots qui sont évidemment beaucoup plus approfondis ensuite par nos intervenants. Alors, cette mobilité durable est un sujet évidemment passionnant et il nous touche tous dans notre vie quotidienne. Nous vivons des ruptures technologiques très profondes depuis quelques années, avec l'électrification des systèmes de propulsion et la voiture autonome et connectée, qui permet d'augmenter la sécurité routière, bien sûr, mais qui permet aussi d'intégrer la voiture beaucoup mieux dans son environnement urbain. Il y a plein d'innovations qui sortent de ces innovations, bien sûr. Et nous vivons des ruptures sociologiques. Et je pense notamment à l'usage du véhicule. On ne s'arrête pas à la voiture, hein, la mobilité connaît maintenant la mobilité douce avec les vélos, les trottinettes, etc., notamment dans un environnement urbain. Il y a aussi une nouveauté assez massive maintenant qu'on observe, c'est qu'on n'a plus besoin d'être propriétaire de la voiture ni de la mobilité. On peut la louer, etc., on peut la partager, on peut penser aussi à la mobilité comme un service. Je crois que nos intervenants vont approfondir cela. Nos smartphones permettent évidemment une large palette de solutions immédiatement disponibles. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui particulièrement, c'est le changement de regard sur l'impact environnemental de toutes les solutions de transport. Et je pense pouvoir dire que le secteur aérien et automobile, forcé par, entre autres, hein, une réglementation beaucoup plus stricte, sont sur le chemin d'inventer de nouvelles solutions.
Ce matin, cher Eric Gab, directeur anticipation stratégique et co-innovation de Moving On, et Pierre-Édouard Sauret, directeur de développement de Moving On, animeront ensemble ce webinaire. Et ce webinaire a l'intitulé « Vers une mobilité plus durable ». Ils vous présenteront les enjeux de la mobilité durable et les exemples concrets d'innovation en écosystème. Nous laissons la parole à Eric Grab pour introduire le sujet et pour dérouler sa présentation. Merci beaucoup. Je devais résumer finalement ce qu'est Moving On, et je ne vous parlerai pas de Michelin, ou très peu, vous verrez, même si nous sommes pour l'instant encore toujours incubés au sein de Michelin, mais ça va changer très prochainement. Moving On, si je devais le définir, disais-je, je parlerai d'innovation sur la manière d'innover. Parce que si nous continuons à faire ce que nous savons faire tous, il n'y a pas de raison que ça change beaucoup sur les grands enjeux de mobilité durable qu'Ulrike balayait rapidement, et on sait qu'il y en a d'autres en introduction. Donc, innover sur la manière d'innover. Une autre manière de définir Moving On, c'est probablement une approche de dérisking. Et ce n'est pas nous qui le disons, pour le coup, ce sont les VC qui nous contactent ces temps-ci, ces fonds d'investissement, qui nous disent, mais finalement, vous dérisquez l'innovation qui nous intéresse, pourquoi ne pourrait-on pas travailler ensemble? Voilà, donc là, vous avez déjà 80% de la présentation, si vous avez compris que nous allons innover sur la manière d'innover et que nous allons dérisquer les innovations, qu'elles soient d'ailleurs, comme le dit très justement Ulrike, servicielles, technologiques, voire écosystémiques. Et ça me permet de faire le lien avec le premier thème qui m'a été demandé de traiter, et que je vais traiter de manière très rapide parce que j'ai devant moi des experts de l'innovation, je crois. Les grands enjeux sociétaux finalement, auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, dans tous les domaines, mais en particulier dans la mobilité durable, qui devient d'autant plus importante pour les parties prenantes que nous faisons de gros efforts actuellement sur les énergies renouvelables, sur la production d'énergie renouvelable, sur l'utilisation d'énergie renouvelable, ce qui rend encore plus importante, notamment pour des villes, la question de la mobilité durable, qui devient le premier émetteur finalement de gaz à effet de serre dans les portefeuilles d'actions qui doivent être menées pour décarboner nos sociétés. Donc pour effectivement ces grands enjeux de la mobilité, si je me concentre sur la mobilité durable, vous les connaissez, hein, on parle d'investissements lourds, ne serait-ce que pour rénover certains ouvrages d'art comme les grands ponts que nous voyons se casser la figure progressivement dans le monde, aussi bien aux États-Unis, qui n'est pourtant pas un pays émergent, qu'en Italie ou en France ou dans d'autres pays. Donc ça, il faut le financer, et ça devient compliqué de financer des ouvrages d'art importants, ça devient compliqué de financer la 5G, ça devient compliqué de financer des bornes électriques sur les autoroutes, ça devient compliqué de financer les autoroutes elles-mêmes, puisque ce sont des réalisations qui sont évidemment très onéreuses. Un autre grand enjeu auquel on pense peut-être un petit peu moins, c'est la mobilité inclusive. On a aujourd'hui 3 milliards d'individus dans le monde qui n'ont pas accès à une mobilité propre, une mobilité sûre, une mobilité connectée, une mobilité tout simplement inclusive, comme je le disais. Et puis évidemment, il y a tous ces sujets qu'on maîtrise bien, je pense tous autant qu'on est, qui ont trait à la congestion des villes, à la pollution des centres-villes, évidemment aux émissions climatiques, aux émissions de gaz à effet de serre qui changent notre climat, etc. Évidemment, tous ces grands enjeux sont par nature écosystémiques. J'en cite quelques-uns hein, pour bien comprendre l'importance que prend aujourd'hui l'innovation en écosystème. L'économie régénérative, une demande qui nous a été faite, et je crois que Pierre-Édouard va y revenir tout à l'heure, par Renault, Luca Di Meo, avant qu'il investisse au sein de Flin, comme vous l'avez compris, pour reconvertir Flin en un centre d'économie régénérative finalement. Eh bien, la question a été posée au comité des CEO de Moving On, dont Luca Di Meo fait partie, en disant, ben voilà, vous qui vous intéressez à l'innovation en écosystème, qui avez construit un écosystème qui s'appelle Moving On, qui l'animait, qui lui apportait méthodologie et boîte à outils, eh bien, pourquoi vous ne pourriez pas nous aider à construire ou à co-construire un centre d'économie régénérative à Flins? Vous verrez que c'est ce qu'on a fait. Pensons à
à l'optimisation des centres urbains, des livraisons en centre urbain. Ça fera plaisir à Manuela qui travaillait beaucoup sur cette question chez DHL. Si on ne partage pas des données et que entre livreurs, donc entre DHL, UPS, FedEx, etc., et on n'y est pas aujourd'hui, loin de là, eh bien, ça va être compliqué d'optimiser l'entrée et la sortie des camions en centre-ville, soyons clairs, ou des objets de livraison, parce que est-ce qu'on aura encore des camions? Je ne suis pas sûr. Ne serait-ce que parce qu'on sait que le taux de chargement de ces camions est autour de 40% dans le monde, ce qui est très faible. Et pourquoi? Parce qu'ils ressortent en général à vide et qu'il n'y a pas cette mutualisation du fret et cette capacité donc à augmenter le taux de chargement des camions qui livrent en centre-ville. Pensons, hier on était avec certains de mes équipiers, on était avec Arval et on regardait une technologie qui nous est proposée par une de nos startups sur la santé des batteries. Donc, on travaille sur cette question. Comment peut-on, durant toute la vie de la batterie, évaluer sa santé à partir d'indicateurs très technologiques, très techniques, pour que la valeur à la revente du véhicule, par exemple, qui évidemment intéresse beaucoup les leasers, comme Arval, puisse être bonne, ou au contraire, si la batterie d'un véhicule électrique, qui constitue quand même une grosse partie de sa valeur, a été mal utilisé, par exemple avec des recharges rapides, par exemple parce que le conducteur avait un comportement un peu erratique avec sa batterie ou avec son véhicule. Comment peut-on faire pour travailler sur cet état de santé lors de la revente ou même tout simplement pour le réusage de ce véhicule? Là encore, sujet écosystémique. Là encore, sujet écosystémique. Si on ne partage pas les données avec les constructeurs, ça va être très compliqué. Et on sait très bien que les constructeurs, et je sais qu'il y en a qui nous écoutent, évidemment, hésitent, et on peut les comprendre, à partager des données, puisque ça fait partie sans doute des sources de valeur ou de valorisation qu'ils peuvent utiliser dans l'avenir. Donc voilà un autre sujet écosystémique. Et puis, je vais être un petit peu plus rapide parce que je n'ai que 25 minutes, mais résilience des supply chains, un sujet que nous travaillons actuellement avec CGI, qui est une entreprise canadienne. On travaille ça à Montréal, où on a un laboratoire maintenant d'innovation, de co-innovation. Par exemple, quand vous parlez de supply chain et de résilience de supply chain, vous devez également partager des données et travailler avec tous les membres de la chaîne de valeur de la supply chain. Pensez au scope 3, qui nous préoccupe tous dans nos entreprises. Le scope 1, le scope 2, en matière de décarbonation, on arrive à maîtriser à peu près. Alors le scope 3, c'est, sans compter les redondances qu'il peut y avoir derrière, c'est un vaste champ encore peu traité ou mal traité, et qui est par nature écosystémique. Et puis pour rebondir sur ce que disait Ulrike en matière de services, on travaille également avec Saint-Gobain, BASF, Philips, sur de nouveaux business models. Notamment ce qu'on appelle les risk sharing business models, donc qui sont issus de l'économie de fonctionnalité, ce qu'on a pratiqué depuis des décennies chez Michelin en vendant du kilomètre plutôt que des pneus, en vendant des atterrissages, ça fera plaisir à Ulrike dans le domaine de l'aviation, ou des décollages plutôt que des pneus, ou en vendant des tonnes transportées dans des mines de cuivre au Chili. Ça, c'est l'économie de fonctionnalité et on pense que ça va se développer considérablement dans le domaine de la mobilité également, parce que ça répond à deux tendances lourdes qui transforment finalement l'attractivité ou qui augmentent l'attractivité de cette approche business model. C'est l'Internet des objets qui vous permet d'avoir accès à beaucoup d'informations et beaucoup de données dans l'usage du produit. Et évidemment, la pression que toutes nos entreprises ont sur la sustainability et sur la capacité à démontrer que nous sommes bien engagés dans une démarche de développement durable. Et vous le savez comme moi, l'économie de fonctionnalité, ou ce que les Américains appellent le Product Service System, permet justement de recycler, d'abord d'aller au bout de la vie des produits et de lutter contre l'obsolescence, et surtout de recycler. Alors dans le cas de Michelin, c'est rechapper, recreuser des pneumatiques, et donc de pousser le produit jusqu'à la dernière goutte de gomme, j'ai envie de dire, ce qui, dans notre domaine à nous, Michelin, est assez fréquent maintenant. Bien, donc tout ça pour vous dire que les sujets écosystémiques ne manquent pas, que chaque année, nous avons de nouveaux sujets écosystémiques, que chaque année, nous sommes consultés par beaucoup d'organismes parapublics, publics, qui eux-mêmes s'intéressent à la manière de travailler avec le monde du privé. Je pourrais y revenir dans les questions-réponses. Et donc, ça nous amène effectivement à développer, ça nous a amené en 2017
à développer un écosystème qui finalement se spécialise sur la manière de travailler ensemble. Ça paraît fou, mais je prétends que même aujourd'hui, en 2023, notamment les grandes entreprises, ne savent pas bien travailler ensemble. Pourquoi? Eh bien parce que ça se prépare. Et qu'il y a un certain nombre de facteurs qui font que ce n'est pas simple. Et on les évoquait un peu tout à l'heure en introduction. La propriété intellectuelle, c'est une question qui vient immédiatement quand on veut travailler ensemble. Le droit des brevets, le partage de la valeur, c'est évidemment une des grandes questions également qui arrive dès le début. Donc il faut traiter ces questions. Et nous avons développé un process dont j'aurai peu le temps de parler, mais qui m'apparaît être, au bout de 5 ans, assez bien adapté, et même très bien adapté selon les académiques qui travaillent avec nous, pour justement développer de l'innovation en écosystème, qui est un métier en fait. C'est une discipline et ça s'apprend. On s'est dit au sein de Michelin à ce moment-là, et on va réunir déjà autour de nous quelques acteurs des grandes entreprises, parce que si on n'est pas capable déjà entre grandes entreprises de travailler ensemble, ça va être compliqué de faire la leçon à d'autres entités ou des ONG ou des gouvernements ou des villes ou des académiques a fortiori. Il va falloir qu'on apprenne déjà à travailler ensemble. Donc au cœur de Moving On, vous avez essentiellement des grandes entreprises, ce sont elles qui managent et qui co-managent l'écosystème. J'y vais y venir. Mais bien sûr, dans nos communautés d'intérêt, on agrège ensuite toutes les parties prenantes. Parce que, et Porter nous l'a dit il y a déjà plusieurs décennies, la question de la shared value est une question essentielle. Il faut pouvoir évidemment dès le début envisager de partager la valeur, surtout sur des sujets comme ceux que j'évoquais, qui sont des sujets écosystémiques donc complexes. Voilà, donc nous avons une définition de Moving On que vous avez devant les yeux. Vous voyez qu'on est quand même très branché verticalité, hein, on est sur la mobilité durable, même si nous sommes contactés actuellement par bon nombre d'autres secteurs d'activité qui nous intéressent parce que très souvent, vous le savez comme moi, l'innovation de rupture se trouve à l'intersection des secteurs d'activité. Et donc, oui, nous commençons à travailler dans le secteur de la santé, oui, nous commençons à travailler dans le secteur du bâtiment, et oui, nous sommes contactés par bien d'autres secteurs qui veulent travailler avec nous, et on pourra y revenir. Voilà, alors notre vision, on l'a voulu extrêmement simple. Vous la voyez, nous pensons que la mobilité est au cœur du développement humain, qu'elle est essentielle pour la croissance de nos sociétés et de nos entreprises. Donc, on ne croit absolument pas à moins de mobilité, même si, bien entendu, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il s'agit de se libérer des mobilités contraintes inutiles. Nous sommes tous, je pense, ce matin, quelque part chez nous, entre chez nous et le bureau, et nous avons désengorgé les bouchons traditionnels d'une certaine manière à Paris. Donc ça, évidemment, si on peut l'éviter, il faut le faire. Mais d'une manière générale, nous pensons que la mobilité est essentielle et que notre enjeu, justement, dans cet écosystème, c'est de la faire devenir plus sûre, plus propre, plus efficiente et accessible à tous, vous l'avez compris. Alors ce slide est intéressant parce que il n'est pas de nous d'ailleurs, il a été construit par HEC Paris, un professeur qui était à ce moment-là à HEC, qui est maintenant à l'IMD, mais qui continue à travailler avec nous à l'IMD à Lausanne. En fait, il avait fait une analyse des différentes vagues d'innovation qui ont parcouru les grands groupes. Je vous ai dit que les grands groupes étaient au cœur de nos préoccupations dès le début. Vous les retrouvez là. Alors, sachez que je peux passer une journée complète, ne serait-ce que sur ce slide, donc je ne vais pas le faire, rassurez-vous. Mais je vous ai mis quelques références à la fois littéraires ou académiques en tout cas, et quelques événements comme la Silicon Valley que vous allez retrouver, qui ont marqué évidemment ces années depuis 1950 jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est intéressant et ce que je voulais vous passer comme message ici, c'est que Frédéric Dalsas et ses équipes de PhD qui ont fait donc cette analyse historique, rétrospective finalement, nous disaient, lorsqu'ils sont venus nous le présenter 2018, vous allez voir, vous allez rentrer, vous les grandes entreprises, dans une vague d'innovation en écosystème. Bon, je pense qu'on y est, je pense qu'on a tous compris ça. Je crois que McKinsey vient de sortir un bouquin sur le sujet il y a quelques jours. On est vraiment comme il l'avait prédit ou prévu, en 2021-23, on est déjà entré. Alors nous, on y est entré en 2017. Donc on a un petit temps d'avance, on a compris, je pense, pas mal de choses peut-être avant les autres à travers Moving On et grâce à nos partenaires. Mais c'est vrai que
c'est une vague qui va nous traverser tous. Alors, vous voyez que ces vagues sont cumulatives, hein, ce qui complexifie évidemment aussi les approches d'innovation dans les grands groupes, puisque on continue bien sûr à faire aussi du reverse innovation, par exemple, et de l'innovation frugale. Ce qu'on a appris avec le Covid, qui a été véritablement un booster pour Movinon, ça nous a étrangement beaucoup aidé, parce que je pense que beaucoup d'entreprises qui nous ont rejoints récemment, je pense à Brittany Ferries, je pense à Decathlon, bon, il y a beaucoup d'entreprises en tout cas qui nous ont rejoints, qui nous disent finalement, l'innovation en écosystème, ça a aussi un impact sur la résilience, et c'est un des gros sujets que nous avons à traiter aujourd'hui, ne serait-ce que parce que nos comités exécutifs nous le demandent. Je pense à Thales aussi, qui va ouvrir une communauté d'intérêt sur la résilience des grandes entreprises. Voilà, et évidemment, on sait bien, on pourra y revenir là aussi, que l'innovation en écosystème, ça veut dire créativité, ça veut dire agilité. Pendant le Covid, heureusement que DHL, puisqu'on parlait de DHL, était là pour nous fournir des containers. Adaptabilité, rapidité, management du risque, partage des coûts, enfin bref, la résilience telle que je la définis là. Ça, c'est intéressant parce que c'est une manière de présenter Movinon également synthétique, qui est utilisée par Forvia, qui est un des membres actifs de Movinon. Donc Forvia, qui est l'ancien Forestia, hein, qui a racheté Ella. Et c'est Christophe Auffrère, qui est un membre actif de Movinon, qui dit bah, moi, quand je présente Movinon, voilà comment je le présente. Je pense qu'il y a aujourd'hui un niveau d'innovation au niveau de la start-up que les grands groupes, évidemment, utilisent beaucoup parce que c'est compliqué de faire de l'innovation de rupture dans les grands groupes, on pourra y revenir. En revanche, les startups, bah, c'est bien leur vocation, hein, de rupter. Donc, elles apportent des briques technologiques, des briques business model, des briques matériaux et bien d'autres choses. Donc, il faut savoir travailler avec eux. C'est ce que moi j'appelle le underground. Donc, c'est vraiment le niveau de l'underground qui n'est pas structuré forcément, qui n'est pas processé comme ça peut l'être dans le upper ground, qui est le niveau des grandes entreprises. Il y a un niveau corporate, donc justement, des grandes entreprises, où là, on sait faire, hein, on fait des produits et services, on a des départements d'innovation. Je ne vais pas décrire ça, vous vivez ça au quotidien. Et il y a un niveau aujourd'hui écosystémique, qui est le one-to-many corporation, qui est en fait un niveau de plateforme. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui avec Movinon, une plateforme de co-innovation qui permet justement de traiter les sujets complexes. Et je dis souvent aux nouveaux adhérents, ne venez pas s'il s'agit de traiter vos propres problèmes, ce que j'appelle le concept d'entreprise élargie, ce que les académiques appellent, je crois, business écosystème et non pas innovation écosystème. Donc je leur dis, ne venez pas parce que Movinon n'a pas cette vocation. On ne va pas traiter les problèmes de Michelin, c'est à Michelin de les traiter. Alors évidemment, il peut travailler en entreprise élargie avec ses fournisseurs, ses clients, il le fait, on le fait tous et il faut le faire. Mais la vocation de Movinon, c'est de traiter des problèmes sur lesquels vous n'avez pas l'habitude de travailler, sur lesquels vous n'avez pas l'habitude de vous pencher, avec des entreprises, des entités, des parties prenantes avec lesquelles vous n'avez pas l'habitude de travailler. Et c'est ça qui est intéressant au sein de Movinon. Donc ça, c'est le niveau écosystémique, dirait Christophe, de chez Forvia. Donc on a 3 activités au sein de Movinon. Une activité d'abord d'anticipation stratégique. Là aussi, c'est un exercice éminemment collectif, on pourra y revenir. Je pourrais vous citer des anecdotes moi qui ai créé la prospective chez Michelin, qui m'ont démontré que l'affaire de la prospective tout seul à Clermont-Ferrand downtown, c'est compliqué et on dit beaucoup de bêtises. Et j'ai dit beaucoup de bêtises à ce moment-là. J'en ai dit beaucoup moins lorsque j'ai commencé à pratiquer l'anticipation stratégique avec notamment tous les acteurs concernés par un sujet. On pourra y revenir. C'est un pôle très important qui est en fait la base de la co-innovation. On pourra y revenir. Une fois qu'on a compris la demande, au sens large, hein, la demande des villes, des citoyens, des entreprises, etc., on est en mesure de commencer à réfléchir à comment on peut répondre à cette demande. Et c'est ce qu'on va appeler l'activité co-innovation. Mais en fait, on ne co-innove pas à la place des entreprises. Hein, je voudrais être clair là-dessus. On prépare à la co-innovation pour être plus humble et plus modeste. On prépare à la co-innovation, même si Pierre-Édouard va l'évoquer. On va assez loin dans certains cas. Je ne sais pas si tu parleras de la SNCF, mais on a été assez loin, par exemple, avec la SNCF, qui nous a demandé de réinventer la Micheline. Vous savez, c'est ce train qui était à la fois sur rail et sur route. Bon, voilà, on les a aidés à travailler là-dessus. On peut aller assez loin, mais notre vocation n'est certainement pas de remplacer des départements innovation. C'est bien au contraire de catalyser et de mobiliser ces départements innovation avec nous. Donc, c'est ce qu'on appelle la co-innovation. Et puis, on s'aperçoit très vite que
bien souvent, puisque c'est souvent l'innovation de rupture, nous avons besoin de changer les réglementations. Nous avons besoin de changer le cadre juridique et réglementaire. Et donc, on a besoin de faire de la co-influence. Alors, ce n'est pas du lobbying, c'est de la co-influence. Et c'est d'ailleurs demandé de plus en plus par notre comité CEO. On a une quinzaine de CEO qui procèdent à la gouvernance de Moving On aujourd'hui, depuis 1 an et demi. Et ce comité de CEO fonctionne très bien et nous donne de plus en plus des lignes guides. Et notamment, la dernière qu'ils m'ont donnée, c'est de dire, voilà, Eric, il faut que nous travaillions beaucoup plus main dans la main avec les autorités publiques de ce monde. Hein. On parle de la Commission européenne, on parle du gouvernement américain, des Asiatiques également, parce qu'on s'aperçoit, me disent-ils, que beaucoup de millions, voire de milliards sont investis, mais pas forcément dans les bons projets. Et on n'arrivera pas forcément aux objectifs qu'on s'est tous donnés de décarbonation, par exemple, à l'horizon 2050, 2035, peu importe, si on n'est pas main dans la main avec les autorités publiques, parce que les enjeux sont colossaux et on a besoin de mettre l'argent là où il doit être. Ils me disent également, ces CEO, arrêtez, demandez aux autorités publiques à travers Moving On de ne pas nous cadrer sur le comment, mais de nous cadrer sur le quoi. Donc ça aussi, on pourra en parler si ça vous intéresse. 3 leviers finalement pour nos actions. Viens de vous parler rapidement de la gouvernance. On a évidemment des événements. Vous avez peut-être assisté aux événements qu'on a organisés à Montréal avant le Covid avec le Cirque du Soleil, qui ont marqué l'identité et qui ont créé l'identité de Moving On. On a développé un concept très intéressant qui s'appelle le satellite à impact. Alors, les satellites à impact, en gros, ce sont des partenaires qui nous reçoivent dans leur univers et qui nous expliquent les grands enjeux auxquels ils sont confrontés dans le détail et avec lesquels on essaye de les aider. Donc, l'écosystème essaye de les aider à traiter ces grands enjeux. Donc, on a eu par exemple le cas de CMA-CGM. Rodolphe Saadé nous a accueillis à Marseille, où on a traité pendant une journée des e-fuels. Et où on a réuni avec les équipes de CMA, bien sûr, hein, de CGM, on a réuni finalement tous les grands experts des e-fuels en Europe et on a pu vraiment débattre sur le fond et véritablement commencer à amorcer de nouveaux sujets pour des communautés d'intérêt, mais aussi des solutions sur le déploiement des e-fuels. Et enfin, eh bien, je parlais des communautés d'intérêt, c'est évidemment le cœur d'activité de Moving On. Nous avons un lab, et d'ailleurs certains membres du lab sont présents, je crois, là, à m'écouter. Il ferait mieux de travailler avec les communautés d'intérêt. Non, je blague, bien sûr. On a beaucoup de communautés d'intérêt avec beaucoup de participants. On a environ 300 entités par an qui travaillent dans nos communautés d'intérêt. Là, je pense actuellement, sans me tromper, qu'on doit avoir plus de 30 communautés d'intérêt qui sont actives. Et ça, c'est animé par nos labs. Donc, on a un lab à Paris, on a un lab à Montréal et on est en train de construire avec Microsoft et Accenture un lab sur la côte ouest aux États-Unis, un lab en Asie avec DHL à Singapour. Ça, c'est l'écosystème. Alors, on a tous hein, des écosystèmes. Moi, je pense qu'il faut se concentrer là aujourd'hui sur la zone grise, qui sont en fait les adhérents grands groupes à notre écosystème. Ceux qui sont entre pointillés délèguent leur CEO pour travailler donc, au comité de gouvernance et je les en remercie parce que les CEO ont des agendas de ministres, comme je leur dis souvent, et ils dédient beaucoup de temps. On a 5 réunions par an, pendant 2 heures à chaque fois, pour Moving On, ce qui est quelque part un témoignage du fait qu'ils y croient, et c'est une bonne nouvelle. Ça, ce sont les partenaires actifs au sein de Moving On. Alors certains sont plus actifs que d'autres, hein, bien entendu, comme dans tout écosystème, mais globalement, on est très satisfait de leur contribution, qui n'est pas que financière, hein, qui est surtout en value in kind, c'est-à-dire en apport d'experts, en apport de compétences, de savoir-faire, plus que d'ailleurs en termes financiers, même si on a besoin évidemment des adhésions pour faire fonctionner l'écosystème. Vous êtes les bienvenus, c'est un système à la fois ouvert et fermé. Vous l'avez compris, les communautés d'intérêt ont des caractères quelquefois très confidentiels. Donc, on va accepter des participants sur invitation. Alors, on a tout un mode de fonctionnement avec un leader qui est celui qui invite. Donc, ça, c'est plutôt fermé finalement. C'est de la co-innovation, mais ce n'est pas de l'open innovation. En revanche, on a des communautés d'intérêt qui sont sur des sujets beaucoup moins confidentiels, au contraire, qui nécessitent de faire appel au plus grand nombre, à l'intelligence collective. Et là, c'est de l'open innovation. Et là, on va ouvrir ces communautés d'intérêt à bien d'autres
entités, d'où le slide où vous avez vu plein d'entités et plein de logos. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous êtes les bienvenus, y compris si vous n'êtes pas forcément dans le domaine de la mobilité. Nous avons un grand maroquinier qui nous a contacté récemment pour nous demander de les aider à construire un écosystème, donc on sait faire. Voilà, j'en finirai là. Pierre-Edouard, si tu peux illustrer ce que je raconte, ce serait parfait. Bonjour à tous, Edouard Sorel, donc je suis dans l'équipe d'Eric et je m'occupe du développement des communautés d'intérêt, en particulier celles qui sont plutôt axées business model et puis celles qui sont très axées autour de l'automobile. Alors, je vais commencer d'ailleurs par une communauté d'intérêt qui est autour de l'automobile, qui est une communauté qu'on a développée avec Renault autour de la Refactory. Alors, Refactory, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Renault a décidé d'arrêter la production de véhicules neufs dans son usine de Flins, qui est celle qui est le long de la vallée de la Seine, à peu près 40 km de Paris. Et plutôt que de tout fermer, s'est dit transformons le site, faisons-en quelque chose autour de l'économie régénérative, de l'économie circulaire. Et Renault est venu nous voir en nous disant Moving On, essayez de nous aider et puis trouvons un moyen d'avancer ensemble. Le programme ambitieux de la Refactory, avec plusieurs pôles, un pôle batterie, un pôle autour du recyclage de la batterie, un pôle autour du refit de véhicules usagés, un pôle formation et pôle d'expertise, et puis le dernier pôle, Recycle, qui est autour à la fois de la pièce d'occasion et puis surtout de faire tourner la partie recyclage. Donc on a agrégé autour de cette communauté, autour du leader qui était Renault, plusieurs entreprises. Donc des entreprises, j'allais dire traditionnelles du secteur automobile, des fournisseurs. Faurecia, c'était Faurecia à l'époque, Valeo, qui pourtant n'est pas membre de Moving On. Michelin également, Mobivia en fait c'est la maison mère d'une entreprise que vous connaissez sous le nom de Noroto, Midas, ATU en Allemagne. Saint-Gobain, qui est un fournisseur aussi également habituel de l'automobile, et puis d'autres entreprises, parfois moins connues. Alors Solvay, très connu, c'est un chimiste qui fait partie de Moving On. MTB, qui est un fabricant de machines de tri et de broyage. Inex, une start-up qui est dans le domaine de la recherche de feedstock, ce qui est le plus important en fait, ce qui est très important dans ces boucles-là. Et Indra, qui est une filiale de Renault et de Veolia, si je ne me trompe pas, sinon c'est Suez, qui fait du recyclage automobile. La présence d'Indra était très importante et je vous expliquerai pourquoi. Quand on démarre une communauté d'intérêt, on a une première phase où on passe du temps en fait avec le leader de la communauté d'intérêt, en l'occurrence Renault, en lui demandant finalement c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux délivrer? Et on s'est mis d'accord en fait avec Renault là-dessus, en se disant voilà, nos objectifs, c'est d'abord on aimerait avoir un écosystème. On aimerait avoir un écosystème autour du recyclage des matériaux, basé sur la confiance et une culture commune. On s'est dit aussi, et ça commence à devenir historique, mais on aimerait avoir à fin 2021 des vraies réalisations. Ça a très largement guidé en fait. Quand on commence à dire qu'on va être relativement rapide dans le domaine du recyclage, ça veut dire qu'il faut qu'on soit plutôt dans des technologies de broyage, plutôt dans des technologies chimiques. Et puis, troisième point, c'est de se dire finalement, si ça marche, si cette coopération elle marche, utilisons-la. Sur des sujets moins matures, de manière à continuer à avancer. Très concrètement, ça veut dire que qu'on se trouve, qu'on organise des réunions, qu'on passe un peu de temps d'abord à une phase de cadrage, et puis qu'on commence à faire des ateliers. On fait des ateliers où on fait venir. Alors, le niveau des gens présents, c'était plutôt des directeurs matériaux d'entreprise. Qui individuellement ont tous le même problème. C'est qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que j'augmente mon taux de matériaux recyclés dans les pièces que je livre? Comment est-ce que j'accède à ce business? Comment est-ce que j'accède au feedstock? Donc on prend le temps d'en discuter, d'identifier les sujets qui nous intéressent. On fait un premier point sur les métaux précieux et les D3E, les déchets électriques et électroniques. Finalement, peu d'intérêt. Et on fait un deuxième test où on s'organise et on se dit, mais finalement, sur les thermoplastiques, on est vraiment, là pour le coup, il y a un vrai intérêt.
Et on se dit qu'on va rendre ça plus concret. Et donc la première rencontre physique, elle a lieu en octobre, où on va tous chez Indra. Donc Indra, c'est un recycleur automobile. En français dans le texte, on dirait une casse auto, mais une casse auto industrialisée, qui est à Romorantin. Et on va tous passer une journée à Romorantin à regarder à quoi ressemble la ligne, comment est-ce que se passe la déconstruction du véhicule, d'abord la mise en sécurité, la déconstruction, où partent les pièces, quelles pièces partent, quelles pièces sont recyclées, quelles pièces ne le sont pas. On fait des ateliers, puis finalement on se dit, on a deux POC. Il y a deux sujets sur lesquels on peut partir. On lance plusieurs pistes et il y en a deux qui prennent. Le premier, c'est sur le polypro, avec un leader qui est Forestia. Où aujourd'hui, les panneaux de porte, alors je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble un panneau de porte dans votre voiture, mais c'est un empilage de matériaux un peu différents. Historiquement, les constructeurs ont trouvé ça très sympa de mettre du cuir, de mettre des matériaux qui sont souvent du plastique en fait, mais des plastiques différents avec des touchés différents. Et en fait, ça c'est un killer pour le recyclage, en se disant on va essayer de faire un peu mieux que ça. Donc ils ont récupéré des panneaux de porte, on a mis en place des boucles de recyclage et de récupération de panneaux de porte. Et le deuxième, c'est sur les projecteurs et les feux arrière. Et là, le leader naturel, c'était Valeo. En particulier, regardez votre voiture, vous verrez que les phares, c'est un plastique en polycarbonate qui est un plastique à haute valeur ajoutée. Et dedans, il y a beaucoup de choses plutôt qui ont de la valeur en fait à récupérer. Simplement, il faut arriver à s'organiser et à trouver la bonne supply pour que la récupération soit de bonne qualité et qu'elle soit toujours économique. Voilà, donc on a deux proof of concept qui sont en cours, hein, pour lesquels à la fois Valeo et Forestia sont très contents, et puis surtout une volonté d'aller plus loin. Donc ce qui est intéressant quand on fait une communauté d'intérêt, c'est qu'assez vite on a une culture commune, assez vite on a des gens qui font le même travail ensemble, qui font le même travail dans leurs entreprises respectives et qui sont très contents en fait de se retrouver, de partager leurs problématiques, de se dire mais en fait on a tous les mêmes problèmes. Ici, on avait un leader Renault qui était plutôt satisfait sur ses objectifs, hein, puisqu'on y arrivait, mais aussi une volonté d'aller plus loin, avec des gens qui disent non, mais on devrait être capable d'aller un peu plus loin. Donc, on a essayé de travailler des technologies alternatives. Alors, c'est des technologies un peu intermédiaires entre le broyage et le recyclage véritablement chimique, hein, sur lesquels on n'est pas allé plus loin parce qu'on était encore sur des TRL beaucoup trop faibles. Et puis surtout, on s'est dit, mais finalement, il faudrait qu'on arrive à travailler l'éco-conception dès le début. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait directement avec Renault pour éviter d'avoir des cahiers des charges qui prennent en compte cette capacité à concevoir bon dès le premier coup. Et après pas mal de discussions avec Renault, on s'est mis d'accord avec eux. Et on est en phase de reprise du cahier des charges environnement avec le pilote prestation environnement chez Renault, avec le reste de la communauté. Je vous parlais d'un projet qui s'appelle Flexi. Alors, je vous invite juste après à taper SNCF Flexi FLEXY sur YouTube et vous verrez une petite vidéo qui vous présentera le service. Qui est un sujet véritablement intéressant, qui commence par la SNCF, qui a une bonne idée, hein, qui se dit qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour faire revivre les lignes ferroviaires dans les territoires dans lesquels elles ont été fermées, ou elles sont en passe d'être fermées, avec des mobiles beaucoup plus légers, et qui vient nous voir en nous disant Movinion, est-ce que vous pouvez nous aider? D'abord, on aimerait bien discuter avec Michelin parce qu'on a besoin d'aller trouver un pneu qui va sur rail et sur route. Okay. Donc on organise une première réunion, on se dit que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce qu'on a deux acteurs qui ne se connaissent pas. Vous imaginez bien que chez Michelin, l'entreprise connaît surtout les pneumatiques. Le rail, c'est totalement un autre univers, et deux entreprises, une entreprise commerciale, une entreprise publique, qui en plus n'ont pas la même façon d'avancer, la même façon de servir l'un des clients, l'autre des usagers. Et en fait, sur cette communauté, j'ai surtout servi d'intermédiaire et puis j'ai essayé de faire avancer le sujet. Et on a fini par se mettre d'accord, et aujourd'hui, Flexi, ce sera une communauté d'intérêt en particulier sur l'expérimentation, mais dès aujourd'hui, c'est un consortium dans lequel
Il y a la SNCF, il y a Michelin, il y a un fabricant de navettes autonomes, Rheinenium, l'IRT de la filière ferroviaire, et puis et également une autre filiale de la SNCF, Réseau. Et c'est un vrai sujet qui ne peut avancer qu'avec des expertises différentes, une expertise sur le rail, une expertise sur la route, une compréhension des besoins, et qui va véritablement délivrer au sein d'un consortium. Donc ça, c'est un deuxième vrai sujet. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo, vous comprendrez beaucoup mieux de ce dont je parle. On a réussi en plus à trouver des solutions techniques. Et au jour le jour, c'est un projet, c'est maintenant devenu un projet qui avance avec des équipes qui sont extrêmement motivées. Troisième exemple que je voulais donner, qui est un exemple qu'a identifié Eric déjà, hein, qui est l'association dans une communauté d'intérêt de plusieurs partenaires de niveaux différents. Le premier, c'est Microsoft, donc un GAFAM, hein, c'est quand même une entreprise avec laquelle il est compliqué de travailler parfois, mais on y arrive. BNP Paribas, via sa filiale Arval. Arval, c'est l'un des premiers leasers en Europe. Et puis une start-up comme Predict, qui est une start-up allemande, d'origine allemande, qui a développé des capteurs virtuels pour l'industrie automobile. Et ensemble, en fait, on met en place cette communauté et on passe dans l'expérimentation, c'est-à-dire que Arval prête des véhicules, des Tesla, modèle 3, qu'instrumente comme Predict. Et comme Predict arrive véritablement à faire en sorte à suivre notamment l'usage de la batterie. Alors juste 2 mots là-dessus, le levier essentiel aujourd'hui dans l'industrie du leader, c'est la valeur de revente. Et la valeur de revente, elle est liée à 2 choses. Elle est liée à l'âge du véhicule et au kilométrage. Mais sur un véhicule électrique, qui est un véhicule qui globalement use beaucoup moins sa plateforme, il est probable que la valeur de vente soit plus du tout liée à ça, mais plutôt à la capacité restante de la batterie. Et la capacité restante de la batterie, elle dépend aujourd'hui de la façon dont vous avez fait vos charges et si vous avez enchaîné beaucoup de charges rapides sur autoroute très fortes, vous avez probablement dégradé la capacité de la batterie. Et c'est la capacité restante en fait de la batterie qui va sans doute demain faire la valeur résiduelle du véhicule. Donc arriver à la capter, arriver à la suivre en temps réel, ça peut potentiellement permettre de modifier plein de choses dans le business model d'un leaser. Et c'est bien là-dessus qu'on a travaillé avec Arval et avec Compredict. Voilà. Ulrike, je suis sûr, elle a une question, Ulrike, pour lancer les débats. Oui, enfin, c'est tout à fait enthousiasmant. Et ça encourage vraiment à suivre de beaucoup plus près vos activités. Je connaissais votre existence, mais je ne connaissais pas vraiment les détails, j'avoue. Je suis ravie de voir Valeo et Faurecia collaborer sur le site de Flins sous l'égide de Renault. J'en avais entendu parler, bien sûr, et je pense que c'est intéressant de voir même des concurrents peuvent collaborer dans l'intérêt du client, d'un client, qui a jusqu'à maintenant eu tout intérêt à séparer les différents fournisseurs pour avoir la meilleure offre qui avait une dimension technique, mais aussi de prix. Donc, cette espèce de gestion verticale de l'écosystème ancien, qui n'était peut-être pas un écosystème, c'était une relation fournisseur-client, bouge aussi, sinon aussi. Et je trouve ça, c'est un aspect extrêmement intéressant. Oui, tout à fait. Une petite question, mais totalement annexe. Est-ce que le droit de la concurrence est aussi un objet d'influence de votre plateforme? Très vigilant sur le droit de la concurrence. Par exemple, nous n'autorisons pas des concurrents à être dans une même communauté d'intérêt. On a par exemple Total, Engie, qui sont quelque part concurrents sur certains sujets. Ils ne travaillent pas ensemble et ça, c'est vraiment une règle qu'on se donne parce qu'on ne veut pas être justement suspecté d'entente de concurrents différents.
En revanche, j'aimerais beaucoup revenir sur un mot, la coopétition. Avec Moving On, on est clairement entré dans le monde de la coopétition. Et ce qui est fabuleux, et ce qui, moi, m'étonne tous les jours, c'est de voir des entreprises qui, au départ, disent « Ah non, mais moi, je ne travaillerai jamais avec celui-là. Jamais. » Et qui, en fait, au fur et à mesure de leur vie au sein de Moving On, travaillent ensemble, sans bien entendu perdre leur identité, leur droit des brevets, leur propriété intellectuelle. Encore une fois, on partage ce qu'on a envie de partager. Et tout le monde comprend au sein de Moving On qu'on est dans le monde du business et que si on ne veut pas partager certaines choses, ben, ça fait partie du jeu. Donc, mais il y a beaucoup de choses, en fait, Ulrike, qui sont partageables et qui profitent beaucoup plus qu'on ne le pense à tous. Enfin, à tous, à tous les membres qui veulent bien partager entre eux. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est un sujet en soi, hein, la coopétition. Déjà, un grand merci pour la présentation. Je connais l'écosystème, mais je le trouve toujours aussi dynamique et étonnant. J'ai une question, c'est au niveau de la résilience. Alors, la résilience, c'est un bien grand mot, mais on expérimente tous les jours. Je serais intéressée d'avoir peut-être un exemple, une manière dont vous avez engagé les partenaires à justement être plus résilients. On a eu suffisamment de challenges ces temps-ci, donc j'imagine que vous avez des tonnes d'exemples, mais je serais intéressée d'avoir un peu plus de vues sur un échange spécifique. Donc, Merci. je t'invite cordialement à revenir au sein de Moving On pour participer à la communauté d'intérêt que va lancer Thales sur cette question, puisqu'on n'a pas vraiment encore traité toutes les potentialités de Moving On en matière de résilience. Et il y en a de multiples, comme tu peux l'imaginer, toi qui as cofondé avec nous Moving On. Mais j'ai parlé du scope 3. On pense par exemple que le scope 3 ne sera traité correctement que si on est capable d'aller autour d'une table dans une communauté d'intérêt et d'évoquer toute la chaîne de valeur, toutes les chaînes de valeur et toutes les émissions au cours de cette chaîne de valeur de gaz à effet de serre, ce qu'on peut éviter. Et donc à partager forcément un certain nombre de données, là pour le coup, qui peuvent être confidentielles hein, dans certains cas. Pense par exemple aux tarifs de sous-traitance des livreurs ou des DHL ou UPS de ce monde. On a évidemment vécu au sein du Covid beaucoup d'aide entre partenaires. J'ai cité un peu en guise de boutade, mais en fait c'était une réalité. Il y a eu une crise des containers, comme vous le savez, durant le Covid. Et si DHL ne nous avait pas aidé à trouver, et CMA CGM d'ailleurs aussi, à trouver des containers pour nos partenaires, à commencer par Michelin d'ailleurs, on aurait certainement galéré beaucoup plus. Donc voilà une chose très concrète qu'on a faite, c'est se réunir à un moment donné et dire bon, ben, comment on peut s'aider entre nous parce que là, on n'a même plus de containers pour transporter nos produits, quoi. Mais on est encore au début de l'aventure, Manuela. Donc, si ça t'intéresse, tu es la bienvenue, comme tu sais. Enfin, tu fais de toute façon partie des alumni Moving On, comme d'ailleurs d'autres. Hein. On avait tout à l'heure, je crois, Pierre-Olivier qui était là. Je ne sais pas s'il est encore là, mais il fait aussi partie des alumni. Donc, venez et aidez-nous à comprendre tous les leviers que nous avons grâce à l'écosystème en matière de résilience. Bon, après, il y a le quotidien, comme tu sais, hein, quand on est capable de réunir très vite sur un sujet un peu urgent une intelligence collective, évidemment, ça fait partie de la résilience. Hein. C'est chose qu'on ne peut pas faire tout seul, encore une fois, dans son silo, comme dirait Ulrike. Merci, Eric. Donc, merci encore hein, pour cette présentation, c'est très rafraîchissant. Moi, je pense Eric a répondu avant que je pose la question en parlant de coopétition et en disant qu'on ne partage que ce qu'on a à partager. J'ai une question plus générale sur la gouvernance, comment ça se passe, combien de temps ça prend en fait pour mettre en place quelque chose qui fonctionne. Je crois que Pierre-Édouard a montré un peu le timing avec Renault, mais est-ce que toutes les entreprises sont aussi ouvertes, je dirais? Qu'est-ce qui fait qu'on a une impulsion qui est plus ou moins grande suivant les différentes entreprises? Et aussi, surtout, comment convaincre les équipes qui sont sur le terrain, qui en général ont peut-être un peu plus de réticence à coopérer, collaborer avec le syndrome du not done here. Donc, c'est... Voilà. Je vais prendre ma part de la réponse et puis je vais laisser Eric répondre après. Alors, combien ça prend une communauté d'intérêt? On va se dire c'est entre 12 et 18 mois.
La difficulté d'une communauté d'intérêt, c'est aussi que souvent les gens qui viennent dans la communauté d'intérêt n'ont pas ça dans leurs objectifs à eux. Donc il faut savoir doser l'engagement, s'assurer qu'ils sont dedans, mais en fait, au fur et à mesure de l'avancement de la communauté, les gens sont de plus en plus fidèles, de plus en plus impliqués. Donc ça, c'est un vrai sujet. Sur le fait que les opérationnels ne sont pas impliqués, c'est amusant, mais moi, je vis plutôt le contraire. C'est-à-dire que souvent, les gens qui sont dans la communauté, ils sont venus parce qu'ils se sont dit, mince, ça y est, on traite un sujet et ce sujet m'intéresse, il m'intéresse vraiment. J'aimerais vraiment avancer là-dessus. Et en fait, c'est un autre moyen de le traiter. C'est un autre moyen de le traiter en écosystème, d'avoir une vision un peu différente. J'en ai une qui démarre là en ce moment. Où j'ai pas mal de gens qui me disent, bah, écoute, c'est un vrai sujet, mais je ne sais pas comment le prendre, et je pense qu'il n'y a qu'en écosystème qu'on arrivera à le prendre. Donc, et il n'y a qu'en écosystème qu'on arrivera à avoir cette conviction commune, et si on a la conviction commune, on arrivera à en faire quelque chose. Eric, je te laisse compléter éventuellement. Non, tout à fait, ce que tu dis, évidemment, j'y adhère, mais je voudrais peut-être revenir pour Onur sur un point qui est un point de gouvernance. L'expérience montre qu'il ne faut pas trop vouloir structurer des écosystèmes à outrance. Je m'explique. Les bonnes idées peuvent venir du terrain et peuvent venir du top management, mais des deux. Et donc, nous avons aujourd'hui les deux doubles entrées. C'est-à-dire que nous avons des gens sur le terrain qui sont très actifs. Quand je dis sur le terrain, ça peut être des... Je me souviens d'une personne chez un pétrolier qui me dit « Moi, je suis N-12, Eric, dans l'organisation, mais j'arrive quand même à mes fins », ce qui est vrai. Et effectivement, les bonnes idées viennent à la fois de bottom-up et top-down, et il faut le faire, il faut le laisser comme ça. Alors, la grande difficulté que j'ai éprouvée, moi, ces dernières années, vis-à-vis de mon équipe d'ailleurs, comme vis-à-vis des partenaires, c'est justement de gérer l'incertain. C'est pas facile de gérer l'incertain. On a envie de process parce qu'on a été formé comme ça dans nos formations universitaires. On a envie de blocs dans lesquels on met les choses en disant ben voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et ben non, justement, il faut pas faire ça. Il faut laisser une forme de management amibien, comme je l'appelle, c'est-à-dire que chacun se trouve sa place dans l'écosystème. Ce qui veut dire qu'il y a une grande diversité au NUR de cas de figure. Il y a des startups, par exemple, on a en partenariat avec Solar Impulse et Bertrand Picard, que vous connaissez peut-être, il y a des startups qui vont venir aujourd'hui pour se faire booster par l'écosystème. Ça n'a rien à voir avec l'idée d'un grand groupe qui va dire ben, moi j'ai un problème écosystémique, je ne sais pas le traiter, comment on peut le traiter dans Movinon? Ce qui n'a rien à voir non plus avec un salarié d'une entreprise qui a émis une idée en interne qu'on ne sait pas traiter et qui arrive sur la table de Movinon sans trop savoir comment, et qui va pourtant être un sujet éminemment écosystémique. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'entrées et beaucoup aussi de modes de fonctionnement, et je pense qu'il faut vivre avec ça. Alors pour certaines personnes, c'est plus facile que pour d'autres, hein. On connaît tous la dichotomie entre explorateurs et exploitants. Chez Michelin, on a beaucoup d'exploitants. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des Pierre-Édouard Sorel qui sont des explorateurs. Voilà, donc ça pose aussi des questions de management. Mais voilà, j'essaie de couvrir un peu tous les différents aspects de votre question qui étaient complexes. Ouais, non, mais c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas, et c'est très, très rafraîchissant, en tout cas pour moi. On est en train de démarrer exactement ce type de sujet sur un événement qui est les 24 heures du Mans, dont les 2/3 de l'empreinte carbone est liée au déplacement des spectateurs. Alors, je ne sais pas si Gabriel acceptera que les 24 heures du Mans soient culturelles, mais enfin bon. Quand est-ce que c'est le prochain sommet de Moving On? Voilà, c'est important quand même. Alors oui, ben c'est une question qui nous taraude depuis plusieurs années maintenant, parce qu'on a beaucoup de demandes sur de reproduire ce que nous avons fait avec Manuela et Pierre-Olivier par exemple à Montréal en 2017, 2018, 2019. Alors pas forcément à Montréal d'ailleurs, hein, mais on avait évoqué Bruxelles, etc. En fait, vous savez, durant le Covid, les événements ont été également complètement révolutionnés. Je ne suis pas sûr que ce que nous avons fait en 2017, 2018, 2019 et qui a contribué à l'identité Movinon soit ce qu'il faut faire aujourd'hui. Donc on s'interroge encore
Alors, on fait des événements, hein. Je vous ai parlé de Moving On Impact, Satellite Impact, par exemple, chez CMA-CGM à Marseille. Bon, on fait des événements, mais qui sont plus ciblés, plus utiles, à mon avis, concrètement, en tout cas, pour résoudre des problèmes très concrets d'entreprise ou de société. On s'interroge encore, je dois vous le dire très humblement, sur le format qu'on va réinventer, puisqu'on ne veut pas faire, évidemment, du panel traditionnel de haut niveau qui se passe tous les jours à Bruxelles, par exemple. On veut réinventer de nouveau l'événementiel business B2B et on n'est encore pas au bout du chemin. Donc, pour l'instant, on n'a pas de date à vous donner. On devait le faire en juin. Finalement, on va le réduire à l'événement de l'écosystème qui va se réunir effectivement en juin. Donc, tous les partenaires de Moving On et des invités particuliers, notamment au niveau des autorités publiques, puisqu'on sera à Bruxelles. On va le faire, mais ce sera beaucoup moins ambitieux que ce qu'on avait prévu à l'origine. Aussi parce que pour faire des événements Moving On Summit, comme ceux que j'évoquais, ça coûte de l'argent et que on préfère mettre notre argent sur le fond, sur les communautés d'intérêt, sur le fonctionnement, la résolution des problèmes sociétaux. La planète n'attend pas, j'ai envie de dire. Donc, oui, ça fait toujours plaisir d'avoir des membres du Cirque du Soleil avec nous et de nous transporter ailleurs, qui nous permet d'être beaucoup plus intelligents, d'avoir plus d'idées, etc. Mais on a aussi des priorités. Bon, donc tout ça fait que pour l'instant, on ne peut pas vous donner de date, mais on se fera un plaisir de vous communiquer la date quand on en aura une. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était passionnant, hein, Eric et Pierre-Édouard. J'espère que beaucoup de nos participants, que je remercie aussi d'avoir passé du temps avec nous ce matin, se connectent dorénavant à Moving On et suivent l'actualité et réfléchissent à des nouvelles communautés d'intérêt et coopèrent. Je crois que c'est vraiment le mot clé qui nous est tous très, très cher, parce que ça donne vraiment très, très envie de travailler avec vous. Et selon votre méthode. Merci. Ouais, on a très peu parlé de la méthode, mais on en parlera un autre jour peut-être. Ah, mais avec plaisir, à chaque moment que vous voulez. Au revoir. À bientôt, merci. Merci beaucoup. Au revoir.